j'ai voulu retracer dans ce livre ce que j'ai vécu lorsque j'ai été préfet de la région Languedoc-Roussillon à Montpellier entre l'été 2007 et le début de l'année 2009. Et j'ai rencontré d'ailleurs dans cette période beaucoup, mais particulièrement Georges Frêche, qui était un homme hors du commun. Et donc, j'avais envie de raconter ça. Ce livre, vous l'avez dit tout à l'heure, retrace un vécu, et je crois qu'il retrace aussi une époque de l'histoire du Languedoc-Roussillon et de Montpellier. Quand je suis arrivé à Montpellier, d'abord, j'étais content parce que c'était une promotion comme préfet de région. Et ensuite, je me suis tout de suite posé la question, mais comment vas-tu réussir à travailler avec ce Frêche qui était décrié pour ses saillies au plan national? Comment vas-tu réussir à travailler avec ce fou de Frêche? C'est ce que je me suis dit. Et effectivement, nous avons eu, surtout dans nos premières rencontres, plusieurs escarmouches. Frêche disant volontiers, mais l'État n'a plus le sou, maintenant c'est nous qui faisons, c'est nous les patrons, les collectivités locales, la région. Et donc on avait plusieurs escarmouches. Mais rapidement, si vous voulez, je me suis rendu compte que Georges Frêche était un homme qui aimait construire, c'était un bâtisseur. Et j'avoue que j'aime cela parce que je considère aussi que mon métier était d'encourager le développement dans toutes ces formes du territoire où je servais la République. Développement économique, développement des infrastructures, développement de l'emploi, développement culturel, développement social. Et donc, si vous voulez, je me suis retrouvé rapidement avec Frêche et avec ce dynamisme bâtisseur. Et je suis fier, encore une fois, en peu de temps, en un an et demi, d'avoir avec lui sorti du sable plusieurs dossiers de première importance, comme le TGV Nîmes-Montpellier, ou encore, si vous voulez, d'avoir favorisé des dossiers comme le regroupement des universités à Montpellier, la création du pôle chimie environnementale, qui est un grand pôle français et qui traînait depuis des années quant à sa gestion. Et si vous voulez, j'ai réussi, il y a bien d'autres dossiers encore que j'ai réussi à gérer avec lui, l'établissement public foncier régional, régler le problème de Maïra, où des tuyaux traînaient dans le sol et qui attendaient d'être raccordés à cette station d'épuration. Enfin, j'ai réussi à gérer avec lui des problèmes très concrets, très positifs pour la région. Et j'aimais sa capacité de décider rapidement. Après, si vous voulez, ce personnage avait aussi quelque chose de fascinant, parce que d'un côté, c'était un homme de grande culture qui n'hésitait pas à citer des poèmes dans ses discours ou encore à s'en reporter à l'histoire ou à la littérature, et d'un autre côté, qui avait un langage fleuri, quoi. Il n'arrivait pas à résister à un bon mot. C'était le roi du bon mot qui n'arrivait pas à résister à son talent, ce qui lui jouait d'ailleurs des tours. Donc, évidemment, nos relations n'étaient pas toujours simples, mais je dois dire que lorsque Georges Frêche est décédé, cela m'a fait beaucoup de peine parce que j'ai considéré que c'était un grand personnage et un grand élu de la République. Je regrette profondément que ce dossier n'ait pas plus avancé. Je suis sûr qu'il finira par avancer, mais que de temps perdu. Alors, Frêche et moi, on a sorti du sable Nîmes-Montpellier. Nîmes-Montpellier, il y avait le décret d'utilité publique. Si on ne montait pas le plan de financement, ce décret tombait à l'eau, il fallait tout recommencer. Et ça, Frêche l'a compris tout de suite. Il a décidé tout de suite, on y va. Il a mis l'argent de la région, de la communauté d'agglomération sur la table, et même finalement, il s'est substitué au département qui ne voulait rien financer. Évidemment, c'était les collectivités locales, c'était 400 millions par rapport aux milliards mobilisés par l'État, par l'Europe, par Réseau Ferré de France. Mais ces 400 millions étaient nécessaires pour boucler le plan de financement. Frêche l'a compris, il fallait y aller. Alors ensuite, si vous voulez, Montpellier-Perpignan à l'époque, on en était au stade des études préalables au débat public. Et on n'y coupe pas au débat public parce que c'est dans la loi. Et j'ai tout fait, si vous voulez, comme je l'ai promis à Frêche, d'ailleurs, pour accélérer ces études préalables. Et j'ai réussi à faire en sorte que le débat public ait lieu en temps et en heure, en 2008. Et Borloo, à l'époque, qui était le ministre chargé de l'environnement, mais aussi du transport, avait dit on va faire Montpellier-Perpignan à toute blinde. Mais après, si vous voulez, ces dossiers de TGV ont été vus au plan national, j'allais dire de façon moins urgente. J'ajoute aussi, Frêche a disparu, il ne pouvait plus se battre pour. Et moi-même, j'ai quitté Montpellier à la début de l'année 2009. Je n'ai plus pu agir. Ce que je peux vous dire, c'est que
avec Fresh, nous avons agi vraiment très, très, très fortement pour que Nîmes-Montpellier se passe. Et ce n'était pas gagné du tout, hein. C'était un dossier qui était, je le répète, dans le sable. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que, eh bien, dans la région Occitanie, on se batte, comme on a su le faire à l'époque, pour qu'enfin Montpellier-Perpignan se fasse, parce qu'il faut le faire. C'est une aberration que ça ne soit pas encore fait. Voilà ce que je pense profondément au fond de moi. Le préfet qui représente le gouvernement, qui est nommé en Conseil des ministres, il a ses antennes, il a ses contacts à Paris. Mais ce que j'ai voulu montrer, si vous voulez, dans ce livre, dans un chapitre que je consacre à cela, c'est que d'un côté, sur le terrain, j'étais reconnu. Il y a eu tellement d'articles dans la presse ou autres qui soulignaient mon travail, mon engagement. À un moment, il y a même une gazette satirique qui trouvait que je n'étais pas assez payé. Donc, si vous voulez, d'un côté, on soulignait mon engagement sur le terrain, et d'autre part, à Paris, j'étais affaibli, pas par beaucoup de gens, par deux, trois élus pour des raisons strictement politiques. Et finalement, c'est cet affaiblissement à Paris, alors même que j'ai servi le gouvernement, parce que les dossiers que j'ai fait aboutir correspondaient complètement aux priorités gouvernementales. Eh bien, malgré cela, si vous voulez, eh bien, j'ai été débarqué. J'étais débarqué parce que, mon Dieu, à Paris, il est clair que le préfet pèse beaucoup moins que ce qu'il peut peser sur le terrain, à condition évidemment qu'il s'en donne la peine et puis qu'il travaille avec les partenaires locaux et qu'il travaille en confiance et en amitié, ce qui n'empêche pas de dire ce qu'on doit dire. Et voilà, ça j'ai voulu le montrer, quoi. Lorsque je suis débarqué, je commets un texte dans le livre qui est un texte de colère, qui est vif, si vous voulez, contre mon débarquement, qui est strictement politique, alors que j'ai fait mon travail au service de la République, au service du gouvernement. Cela étant, si vous voulez, très vite, j'ai quand même relativisé cela. D'abord, j'ai eu d'autres fonctions intéressantes. Ma fonction à la Cour des comptes a été très intéressante. J'ai eu beaucoup de missions. Quand je suis parti, j'ai eu 4 successeurs, donc j'ai eu beaucoup de missions que la Cour des comptes m'a confiées. J'en garde un très bon souvenir. Et puis ensuite, si vous voulez, le président Sarkozy, il a servi par-delà les débats politiques. Vous savez que je suis un ancien collaborateur de François Mitterrand, mais dans l'histoire, il ne faut pas s'inscrire dans la vision politique. Le préfet représentant de la République. Et donc, je trouve que Nicolas Sarkozy a fait aussi son travail à la tête de la France, notamment face à la crise financière de 2008 et également face à des crises qui traversaient l'Europe. Je le dis d'ailleurs dans mon livre. Cela dit, s'agissant de notre rapport personnel, c'est vrai qu'à un moment donné, Sarkozy me portait au nu devant tous les préfets, au ministère de l'Intérieur, devant la réunion complète des préfets, ce qui était flatteur et en même temps extrêmement gênant par rapport aux collègues, parce que sous son égide, j'avais fermé le camp de Sangatte qui débordait de partout, et qui abritait les gens qui voulaient absolument aller en Angleterre et qui posait à un moment donné un vrai problème qui faisait d'ailleurs l'actualité en prime time, comme on dit, à la télévision. Et donc j'ai fermé ce camp de Sangatte, j'ai géré la situation sur place sur Calais. Quand je suis parti, il y avait 100-150 migrants hein, qui à Calais, pas plus. J'avais géré ça en essayant de mêler la fermeté républicaine et aussi l'humanité par rapport à ces gens. Et donc, vraiment, Sarkozy chantait mes louanges. Et après, si vous voulez, c'est d'ailleurs lui qui m'a promu comme président de la République à Montpellier, et après, si vous voulez, à cause de 2-3 personnes, dont je parle quand même dans le livre, eh bien, à cause de ces quelques personnes, j'ai donc été débarqué. Mais je le répète, si j'ai mal ressenti cela, même avec une certaine peine à l'époque, eh bien, j'ai quand même tout de suite su que, eh bien, il faut continuer l'aventure. Et l'aventure avait pris d'autres formes qui là se sont déroulées à Paris et qui étaient passionnantes aussi.